Maintenant, avant de reprendre notre discussion, on va passer une intervention, l'intervention de Claudine Parère de la COSTIF. La COSTIF est la coordination d'Île-de-France qui se bat contre les grands projets inutiles et notamment contre le Grand Paris. Une intervention qui a eu lieu à la mairie du 2e arrondissement le 6 février dans le cadre d'une discussion organisée par les décroissants justement sur le projet de Grand Paris, où il y avait une intervention de quelqu'un de la FNOT qui passait juste devant Claudine et qui avait parlé du Grand Paris Express, donc ce qui explique ses références au transport, notamment dans la première partie de son intervention. Voilà, je crois qu'on peut commencer à y aller. Bon, moi je suis Claudine Parère, donc de la COSTIF, Coordination pour la solidarité des territoires d'Île-de-France et contre le Grand Paris, qui s'est formée il y a bientôt 3 ans à Palaiseau, sur le plateau de Saclay, grâce à la participation de personnes qui venaient aussi bien de Paris, de la Petite Couronne, que du Val d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne, juste pour se dire, mais on a des problèmes convergents qui sont liés à l'apparition du Grand Paris. Alors ce soir, je vais m'exprimer sûrement au titre de la COSTIF, mais sûrement aussi au titre plus personnel, dans la mesure où ici c'est de France Décroissance, et donc je pense qu'on partage un certain nombre de choses sur la vision de l'Île-de-France que je voudrais plus mettre en exergue que dans les interventions que je fais d'habitude, parce que je ne sais pas si la COSTIF partage totalement tous ces points de vue, d'autant qu'on a des gens de la COSTIF qui sont ici présents, donc j'espère que je ne dirai pas de choses qui leur déplairaient. Voilà. Alors, l'analyse qu'on fait, c'est que, tu disais, Daniel, en finissant, nous, on trouve que c'est pas inutile. C'est bien ça le problème, c'est que, et c'est le tract qu'on a fait il y a peu de temps, dit bien à quel point c'est compliqué d'arriver à dénoncer le Grand Paris, parce qu'évidemment, quand on dit aux gens qu'on va leur construire des transports en commun, forcément ils vont être enchantés, hein, et que c'est bien là le tour de passe-passe qui a été fait par Sarko puis par Huchon, qui est de prendre les gens par les sentiments du fait qu'ils passent des heures dans le transport. Moi je suis sur la fameuse ligne C qui pendant 2 ans va pas avoir son trafic habituel, donc voilà, tous les jours je connais, donc évidemment les gens spontanément ils pensent que ça va leur améliorer leur quotidien. En plus, on a fait miroiter des promesses de logement, d'emploi. Donc forcément, le regard du citoyen lambda sur le Grand Paris, il est au pire indifférent, au mieux il se dit pourquoi pas, parce que ça va lui améliorer sa situation. Donc ce qui fait que depuis 3 ans, nous on essaye de décrypter parce que le Grand Paris et de dire mais c'est autre chose que simplement un projet de transport. D'abord parce que la loi Grand Paris, elle dit pas seulement ça. Elle parle des transports, effectivement, mais elle a un volet logement, puisqu'il y a une offre de logement qui doit être atteinte et qui est fixée, des objectifs de logement qui sont fixés tous les ans. Elle parle aussi de modalités de contractualisation entre l'État et les communes, via des contrats de développement territorial. Et puis elle finit par aussi un chapitre spécial sur la création d'un pôle technique et scientifique à Saclay, dont je vous parlerai peut-être un peu plus, parce que moi je connais bien le sujet étant de là-bas. Et donc en fait, ce qui est absolument évident, c'est qu'à travers le projet de Grand Paris, donc transport, Sarkozy avait en perspective de modeler autrement, effectivement, la région Île-de-France. Et c'est ça qu'il faut vraiment voir, et c'est ça que nous on dénonce, c'est effectivement ce qui est sous-jacent et que les gens ne voient pas forcément spontanément. C'est-à-dire le projet sous-jacent, il est vraiment, et c'est ce qui a été exprimé au moment du débat public, donc c'est pas nos rêves à nous, on n'imagine pas qu'il y a des intentions, ça a été clairement exprimé à ce moment-là, avec des diaporamas qui avaient été faits par l'Institut d'urbanisme d'Île-de-France, qui montraient bien que le projet c'était donc mettre en place 8 pôles de compétition
compétitivité, donc de créer des zones d'emploi renforcées et donc des zones qui seraient où se développerait encore plus la croissance économique et les emplois, donc qui capturant plus de 90% des emplois, on arrive à presque 95% d'emplois et d'activités économiques sur ces territoires. C'est-à-dire une hyperconcentration sur certaines zones de l'emploi et par conséquent, évidemment, qu'il faut transporter les gens. D'où au fait, qu'on adapte aussi les transports à cette vision du développement économique de l'Île-de-France, vision de développement économique de l'Île-de-France qui s'appuie sur le fait qu'il faut donc avoir des pôles d'hypercompétitivité au détriment des autres régions, puisqu'on va continuer d'attirer sur l'Île-de-France des populations en fait c'est des cadres, hein. En gros c'est que des cadres parce que c'est vraiment des gens hyper spécialisés, hyper pointus qui vont venir sur ces zones de compétitivité, y compris en les faisant venir des autres régions. Alors qu'on sait qu'il y a déjà tous les jours des gens qui viennent un quart de certains départements de l'Eure et de je ne sais plus quel département, je vous le retrouverai tout à l'heure. Déjà il y a des transferts massifs de gens d'autres départements que de l'Île-de-France qui viennent en Île-de-France. Hein. Donc l'objet était vraiment donc de renforcer cette attractivité économique pour s'inscrire dans la course internationale et faire de Paris, de continuer à faire de Paris une place internationale financière et économique du premier plan. Sachant qu'en réalité, l'Île-de-France est déjà la région la plus riche d'Europe. Hein, donc je ne sais pas très bien ce qu'on veut attirer le plus, mais en tout cas, l'objet, c'était vraiment de continuer à renforcer Paris comme place financière et pas seulement comme développement touristique, effectivement, mais continuer à attirer les entreprises. Donc on est vraiment dans cette logique du toujours plus. Et donc, si on prend ça, cette logique-là, c'est vraiment renforcer donc la compétitivité des territoires, de certains territoires, au détriment des autres. Donc, aussi bien en Île-de-France, en rajoutant des inégalités territoriales, en les accroissant, alors qu'il y a vraiment déjà des zones extrêmement, une très très grande inégalité entre certaines zones qui ont beaucoup d'emplois, la zone dense, Paris, la zone dense, et des territoires qui n'ont plus du tout d'emploi. Et un accroissement des inégalités par rapport aux autres régions. Et donc le réseau de transport, il vient accompagner ce mouvement, et en particulier donc avec des lignes totalement inutiles, qui sont les lignes comme ce que vous avez dit, la ligne 17 ou la ligne 18, qui sont vraiment destinées à relier des zones d'affaires et des aéroports. C'est vraiment comme ça qu'il faut analyser les choses. Donc voilà. Alors nous on ferait effectivement, en plus tout ça se fait avec accessoirement une disparition des terres agricoles. Il faut quand même bien dire ce qui est, c'est que aussi bien sur le plateau de Saclay que, je vais revenir à ça, aux disparitions des terres agricoles, parce que je voudrais signaler quand même un autre point en même temps, c'est que en même temps qu'on a cette volonté d'accroissement, de développement économique et de s'inscrire dans à l'hypercompétitivité, on a donc pour ça qu'on dit qu'on a des grands projets inutiles, c'est qu'on considère que le Grand Paris est en soi un grand projet inutile si on ne se place pas sur l'aspect transport, amélioration de transport du quotidien, mais si on se place dans une vision globale du développement de l'Île-de-France, et constitué de grands projets, de petits projets inutiles, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'en même temps, il y a des projets qui sont à Paris, qui sont vraiment des projets extrêmement nuisibles. Enfin, ils sont inutiles pour la population, mais ils sont très utiles à certains, aux groupes financiers et aux promoteurs en particulier. Et donc, on a d'emblée, en même temps que ces pôles de compétitivité, donc des projets inutiles qui se sont greffés. Donc il y a par exemple le triangle de Gonesse, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est un projet de centre commercial à vision d'envergure européenne qui va bouffer 300 hectares de terres agricoles dans le triangle de Gonesse, où il y en a 700 actuellement, et qui va donc être un centre touristique, un centre de loisirs avec un projet de piste de ski
à l'heure où on se préoccupe du climat, avec un immense centre commercial de luxe dans une zone qui n'a absolument pas besoin de ça, puisque de part et d'autre, il y a déjà des centres commerciaux et que ce qui devrait se faire, évidemment, c'est garder ces terres agricoles pour faire de l'agriculture nourricière et de proximité, et parce qu'aussi on a des populations extrêmement défavorisées autour qui vont évidemment pas profiter de ce centre commercial. C'est donc Gonesse dans le Val d'Oise. On a eu un immense projet aussi à HR, d'un centre d'un développement d'un port qui faisait double emploi avec Gennevilliers, avec des milliers de mètres carrés de terres agricoles qui étaient prises et des projets démentiels qui permettaient en particulier de réaliser de finir le prolongement de l'autoroute A4. Alors actuellement le projet a été redimensionné parce qu'il y a eu beaucoup d'associations qui se sont battues et donc le projet est redimensionné, mais enfin, moi, je pense qu'il reste contestable. On a les villages nature en Seine-et-Marne, donc là où on a Disney, enfin revu et corrigé par Pierre et Vacances, donc avec un projet donc qui empiète qui prend 250 hectares de terres agricoles pour faire donc un projet avec des projets qui vont consommer de l'énergie, de l'eau, des terres agricoles, des espaces naturels, alors qu'il y a les ressources pour faire du tourisme rural dans des villages qui restent encore des vrais villages vivants là-bas. On a le projet de faire 400 000 m² de bureaux en plus à la Défense, alors qu'on sait qu'ils sont vides pour certains, qu'on en a déjà 2,5 millions, qui n'ont vraiment pas besoin d'aller en concentrer là-bas, et que si on met des mètres carrés de bureaux là en plus, on va encore accroître les besoins de transport. On avait des petites poches par-ci par-là à Villejuif, et puis grâce à la lutte des habitants sur place et de certains élus, ça a été abandonné. C'était par exemple supprimer des jardins partagés à Villejuif pour faire le plan Campus Cancer. Ça plaît, donc je vais vous parler un peu plus longuement tout à l'heure parce que c'est très très illustratif. Et puis alors, ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de ces projets, on avait des pôles de compétitivité bien isolés et bien identifiés. Et puis alors, c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement intéressant de voir comment ça fonctionne, c'est que à ce stade-là, les gens se sont crus autorisés à lancer des projets dans tous les sens. On a eu des projets, un vélodrome qui a été fait à Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est un vélodrome qui est totalement inutile, occupé 3 fois par an, contre lequel se sont battus des gens localement qui maintenant sont mis, qui sont assignés, et avec l'affaire n'est pas encore réglée donc par le promoteur et qui leur demande des sommes de plusieurs millions d'euros en dédommagement. On espère quand même que ça ne va pas se finir comme ça. Donc le vélodrome, il a été fait. Il y a eu un projet de piste de ski à Elancourt, dans les Yvelines, puisque Gonesse avait sa piste de ski. Il n'y a pas de raison que les autres ne fassent pas leur piste de ski. Donc là, pour le moment, la piste de ski est gelée, si je puis dire, parce que quand même, il y a eu beaucoup de protestations. Il y a le grand stade de rugby chez Valls, là, dans l'Essonne, qui est totalement inutile. Quand on regarde ce qui se passe dans le stade de France, c'est-à-dire qu'il est sous-occupé et que, voilà. Et on voit en fait, voilà, on voit apparaître une succession comme ça, les gens s'autorisent absolument n'importe quoi maintenant, donc, et c'est aussi ça que ça a libéré le Grand Paris, c'est cette espèce de course au gigantisme et avoir plus que le voisin. Alors, Daniel Mouron, je disais, effectivement, les élus... Ils sont contents d'avoir leur garde. Le problème, c'est qu'ils sont contents d'avoir leur garde, d'avoir leur emploi, parce qu'on leur fait des promesses d'emploi, et qu'il n'y a jamais de vision de territoire, et qu'on met les maires en concurrence, effectivement, et que chacun va demander donc à l'État ou à la région d'avoir son petit bout de transport, etc., sans qu'on ait une réflexion collective et sur l'aménagement du territoire. Et c'est ça qui a été très astucieux dans le montage de le Grand Paris au démarrage, c'est qu'à la fois, c'est complètement jacobin, c'est complètement arbitraire parce que ça a été décidé par l'État, c'est centralisateur. Donc là, on ne peut plus rien dire. Et en même temps, ça a fait jouer les fibres des élus qui veulent effectivement être réélus en leur promettant des choses, de l'emploi, du logement et des transports. Et donc, on avait absolument tous les éléments
pour que d'abord il n'y ait aucun mécanisme démocratique qui soit mis en place et que jamais les citoyens soient consultés sur ces projets et que jamais on dise vraiment la réalité de ce qu'il attendait les citoyens. Je voudrais illustrer ça avec Saclay, qui est une opération qui est donc très très en cours et qui est malheureusement bien avancée, qui prend des terres agricoles, bien que dans la loi on ait obtenu qu'il y ait un certain nombre de terres agricoles qui soient sauvegardées, protégées. Donc il y a actuellement 2700 hectares de terres agricoles sur le plateau de Saclay, 350 à 400 qui vont être consommés. Et le projet de Saclay, c'est vraiment une hérésie, c'est-à-dire que c'est créer un cluster, c'est-à-dire transporter, déplacer des organismes de recherche, d'enseignement et des entreprises et les faire venir sur le plateau de Saclay. Ce qui veut dire évidemment construction et ce qui veut dire aussi en plus construction de logements pour aller accompagner tout ça. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers de logements qui vont être construits. Il faut voir que ces organismes ne demandaient pas forcément à venir. Hein. Je pense à l'INRA à Plaisir qui actuellement a des locaux tout neufs qu'on va forcer à faire venir sur le plateau de Saclay, alors que sur le plateau de Saclay, l'INRA avait des terres agricoles qui servaient à l'expérimentation pour l'INRA, hein, pour des chercheurs, des expérimentations clean, hein, pas OGM. Hein. Ces expérimentations sur les familles de blé, ce terrain-là, il est urbanisé, il va être urbanisé. Mais on va quand même faire venir l'INRA sur le plateau de Saclay, ce qui veut dire que l'INRA n'aura plus ses terres pour travailler. Et donc les chercheurs, ils vont être obligés de repartir à l'extrémité du plateau pour avoir des terres qu'ils vont cultiver. Bon. Alors, on est vraiment... Le NS Cachan, pareil, ils ont des locaux magnifiques qui ont été refaits. On va les forcer à venir là. EDF Châtenay, on voulait pas les faire, ils voulaient pas venir parce que on leur avait promis le tramway. Le tramway à Châtillon, il vient d'arriver. Eh bien, on va les déménager quand même. La fac d'Orsay, qui est à côté du métro, on voulait déménager l'ensemble de la fac d'Orsay, qui est dans un site magnifique à côté du métro, le déplacer sur le plateau de Saclay. Bon, les chercheurs se sont battus. Il y en a une petite partie qui va être quand même transportée, en particulier l'administration, donc ce sera très pratique. Il y aura le plateau de Saclay avec l'administration, la fac d'Orsay en bas. Voilà, on est dans des aberrations comme ça. Alors, en plus de ça, il faut bien voir que, donc, on prend des terres agricoles et on dit c'est parce qu'il y a un projet scientifique dessous. Actuellement, le CAS d'Orsay, qui est une petite association citoyen actif et solidaire, faite de chercheurs en particulier, a déterré des enquêtes extrêmement intéressantes internationales qui viennent de sortir et qu'il a mis sur son site et qui montrent deux choses. La première montre que quand on rapproche trop les chercheurs, ils ne sont plus dans la coopération, mais ils sont dans la concurrence, qui est logique, puisque les crédits ils sont toujours limités au même endroit. Donc, évidemment qu'à ce moment-là, ils sont dans la concurrence pour obtenir les crédits. Tandis que s'ils sont à une certaine distance, ils coopèrent entre équipes. Et la deuxième étude qui vient de sortir, c'est de montrer qu'au niveau international, maintenant, y compris la Chine, considère que maintenant, ça n'est plus pertinent de faire des concentrations de chercheurs, mais qu'on a plus intérêt à déconcentrer dans des villes différentes. Donc, les éléments sur le plan scientifique, ils ne sont pas là, pour montrer qu'il faut rapprocher les gens. En fait, c'est une vaste opération de mise au pas de la recherche, parce qu'il y a une création d'une fondation de coopération scientifique qui va mettre au pas les chercheurs, parce qu'on va obliger les chercheurs à se rassembler dans cette institution qui va être prise en main qui ne sera pas paritaire. Alors par exemple à l'INRA, ils avaient un conseil d'administration qui était paritaire, là ça n'est plus paritaire. Donc on est vraiment en fait et quand on dit qu'il va y avoir une mutualisation des moyens, on sait ce que ça veut dire qu'on diminue les effectifs. Une mutualisation des locaux, ça veut dire aussi que les chercheurs auront moins de superficie. Donc tout ça en fait n'est pas du tout pour le bien-être de la recherche et qui a besoin d'argent frais, mais pas de ça. Et donc on est vraiment dans une vaste opération d'enfumage, il faut bien dire ce qui est, et que c'est extrêmement difficile. Alors les chercheurs sont mobilisés contre, les salariés qu'on va déplacer, ils sont mobilisés contre, mais ce qui s'est passé, c'est que les conseils d'administration ont fini par voter pour, parce qu'on leur disait vous n'aurez pas de crédit si vous ne votez pas les déplacements, ce qui finalement s'est fait. Donc voilà, on en est sur cette situation absurde,
Alors, la cerise sur le gâteau, c'est effectivement la fameuse ligne 18 qui va donc, qui au démarrage devait traverser en plein milieu des terres agricoles, maintenant qui ne va pas aller traverser en plein milieu, mais qui va être au sud. Mais n'empêche que même si c'est aérien, d'abord, ça a une emprise au-dessus des terres agricoles, dessous on ne peut pas cultiver. Et en plus, ça veut bien dire qu'elle n'est pas rentable, c'est vrai, mais en même temps, il va y avoir une urbanisation massive et l'urbanisation elle est en train de s'installer de plus en plus parce que dans le schéma directeur de l'Île-de-France, on a quand même plus de 25 pastilles d'urbanisation sur la partie sud et on a des pastilles d'urbanisation aussi sur la partie ouest, en particulier sur l'aérodrome de Toussus qui a une belle pastille rouge, ce qui veut dire que le jour où cet aérodrome est fermé, on urbanise à la place. Et donc on est quand même, on voit bien venir toute l'urbanisation, donc le fait que la zone agricole a été protégée, ça va, dans quelques temps, ça va exploser. Ça. Et en même temps, donc, on assiste donc au projet donc, de ligne 18 qu'on vient encore de réentendre dire. L'établissement public Paris-Saclay dit que l'enquête publique sur la ligne 18 va se faire à l'automne. À l'automne. En concernant à la fois 50 ans en Yvelines et Orly, ce qui veut dire que tous les gens qui disent « Oh bah oui, moi je trouve ça très bien d'avoir des transports », ils vont répondre favorablement. Oui, alors que nous, association, on a fait une contre-proposition que je vous soumets à la FNAOT, qui nous paraît extrêmement sensée, qui est qu'au lieu de traverser le plateau de Saclay, comme il doit y avoir une tangentielle, la tangentielle qui va aller de Versailles à Massy et se prolonger sur Chevilly, eh bien, il est tout simple, et ça a été demandé depuis des années qu'elle se prolonge sans arrêt jusqu'à Saint-Quentin, ce qui fait qu'on a la liaison Saint-Quentin-Versailles-Massy sans changement, et ce qui a été chiffré à 240 millions d'euros, alors que le projet de métro aérien est de 2,7 milliards d'euros. Donc voilà, on a des alternatives. Ça n'intéresse personne parce qu'évidemment le projet il n'est pas là, il n'est pas de faire des transports qui améliorent la circulation, la vie quotidienne des gens. Le projet il est vraiment une logique bien plus de développement de la région de France. Nous et avec alors quand on regarde l'empreinte écologique que ça, l'augmentation de l'empreinte écologique que ça va faire, c'est démesuré. Je veux dire à la fois parce que quand on parle de Saclay, ça veut dire qu'on déplace les gens. On va déplacer donc les gens tous les jours pour venir sur Saclay, donc d'où les besoins de transport. Mais évidemment que le meilleur transport qu'on a, c'est celui qu'on évite. Hein. C'est quand même dire ce qu'il y a. C'est que donc il faut. Donc là, on va renforcer les déplacements de transport. Moi, je suis absolument pas convaincue qu'il faille continuer à faire des transports qui vont d'un bout à l'autre de l'Île-de-France. Parce que je pense qu'il faut relocaliser l'emploi et qu'effectivement, il faut arrêter de faire courir les franciliens d'un bout à l'autre de l'Île-de-France, même s'ils ne mettent que 3/4 d'heure. Que la logique, c'est pas du tout ça, c'est de créer de l'emploi et pas de l'emploi surqualifié qui ne correspond pas aux besoins des gens, parce qu'il y a des gens, dans le Val d'Oise ou dans les Yvelines, qui n'ont absolument pas ces emplois-là, ces qualifications-là, et qu'il faut donc avoir une logique de territoire, réexaminer les emplois dont on a besoin et arrêter de faire des emplois inutiles, réexaminer même la pertinence des emplois, je dirais. Quand on est dans une logique pour vous comme de décroissance, regardez certains emplois, quelles sont les activités économiques dont on a besoin et celles dont on n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin de continuer à créer des emplois dans la pub pour faire vendre des choses et continuer à contribuer à la surconsommation. Donc c'est tout ça qu'il faut réexaminer dans une autre logique et non pas de continuer le toujours plus de transport qui est déjà saturé et qu'on ne pourra pas satisfaire. L'offre de transport elle n'est pas possible de la satisfaire. Le toujours plus de logements. Il faut bien voir que, évidemment qu'il y a des besoins de logement en Île-de-France, mais il y a besoin de logement pour qui? Pour des logements sociaux. Et là, quand on va voir ce qu'on fait sur Saclay, c'est des logements pour les cadres qu'on fait, c'est absolument pas des logements sociaux. Pour les promoteurs. Pour les promoteurs. Et il faut bien voir qu'initialement, la région Île-de-France avait estimé à 60 000 ses besoins de logements nouveaux par an. Dans le cadre de la loi Grand Paris, ils sont montés à 70 000. Et c'est écrit en toutes lettres dans l'enquête publique, la réponse de la région, oui, nous sommes passés à 70 000, parce que comme ça, nous allons pouvoir attirer encore de nouvelles personnes en Île-de-France. Une région qui fait déjà 12,5 millions d'habitants, on se demande, si on ne marche pas sur la tête, à continuer à attirer des gens alors qu'on n'est pas capable de gérer l'existant, d'offrir des conditions décentes de vie aux gens dans certains territoires, et donc on est dans cette espèce de course, de fuite en avant sur laquelle nous on est extrêmement inquiets. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de se dire
on prend le problème à l'envers. Les transports, ils sont là par rapport à quel mode de développement on veut, ou de non-développement, ou de société on veut par rapport à la croissance, et d'adapter les transports par rapport à des besoins du territoire, et non pas être dans les transports va créer des nouveaux besoins et de développement, et donc avoir un territoire qui est encore plus inégalitaire et avoir une empreinte écologique démesurée, parce qu'il faut bien voir ce que ça veut dire en transport, en perte de surface agricole, en déchets qu'on va créer, en fabrication aussi. Quand on fait des logements, c'est bien de les faire, mais quand on crée sur le plateau de Saclay de toutes pièces des choses qui existent, ça veut dire qu'on bâtit en plus, donc on utilise des matériaux qu'on va prélever ailleurs et qui sont donc... On a encore une empreinte écologique qu'on accroît de cette façon-là, parce qu'on a des faux besoins de construction. Donc on est dans des processus qui sont effectivement la fuite en avant, et une région que nous on ne souhaite pas voir continuer dans cette ligne-là et dans cette vision-là. Voilà.